l'Institut supérieur polytechnique de Bansois. Voilà, vous avez vu la dernière fois que nous étions ici avec ces pondeuses où on préparait déjà la phase de ponte. Donc justement, la ponte a commencé et nous sommes là avec le volailler. Donc c'est lui qui prend soin de ces sujets chaque jour. Sinon, comment tu vas? Ça va? Non, ça va, ça va. Tu peux te présenter, hein? Bon, je suis Yannick Netsebo, Oui. étudiant en agriculture 3 à l'Institut supérieur polytechnique de Bansois. Ah, tu es étudiant ici, hein? Oui, Ok, c'est bien, c'est bien. Et vous gérez la bande ici, vous êtes combien d'étudiants qui gèrent cette bande? Bon, de manière permanente, nous sommes au nombre de 3, mais quotidiennement, il y a des étudiants qui viennent travailler avec nous. Voilà, donc tu vois que ça a été un grand avantage pour toi de t'inscrire dans cet institut. Oui, Pour te dire vrai, moi-même j'ai fait la formation en élevage, pour te dire vrai. Mais l'école dans laquelle moi je me suis formé, il est bien vrai que là-bas, il y avait quand même les fermes, mais gars, j'ai fini ma formation sans voir un seul poulet pondeuse dans cette ferme. Hein? Oui, c'est un avantage. Moi j'ai fait ma formation, j'ai vu les porcs à l'école parce que c'est mon groupe que j'avais créé à l'école qui avait lancé les porcs. Donc vous voyez qu'au centre là, il n'y avait presque pas vraiment de pratique. On faisait beaucoup de théories. Il y a plusieurs écoles vraiment au Cameroun aujourd'hui qui forment pareil. Ça veut dire ils ont vraiment les gros noms. Mais quand vous arrivez là-bas, il y a beaucoup de littérature et vraiment pas de pratique. Donc c'est pour cette raison que vous voyez, nous avons décidé vraiment encourager vraiment ce que le professeur Sofet. Il a décidé vraiment de joindre la théorique à la pratique. Ce qui fait qu'un étudiant s'inscrit ici. Au sortir d'ici, il a la formation en pratiquement tous les domaines. Vous voyez, nous sommes ici comme ça pour lancer le projet port. Vous voyez, ça veut dire que celui qui est là, ils sont techniciens pleins, ils sont ingénieurs pleins. Là, la maîtrise sur les poulets de chair, la maîtrise sur les pondeuses, la maîtrise sur les porcs, la maîtrise sur les cerfs, la maîtrise sur les poissons, tout ça, vous voyez que c'est vraiment un très grand avantage. Voilà. Donc, c'était juste une parenthèse. Hein. Donc, vous tirez vraiment un coup de chapeau au professeur So dans cette lancée ferme école. Ici, vous ramassez les œufs combien de fois par jour? Bon, ici, pour limiter le nombre de casses, nous ramassons 4 fois par jour. Ah, pour limiter les casses. Oui, ça veut dire que vous avez beaucoup de casses? Présentement, non. Oui. Présentement, non, mais nous essayons d'éviter. Oui, puisque vous avez le temps, vous êtes aussi disponible. Oui, donc, vous ramassez les œufs 4 fois par jour. 4 fois par jour, 8 h, 11 h, 13 h et 16 h. Oui. Et de par ton expérience déjà, l'heure à laquelle vous ramassez plus les œufs, c'est quel moment? Aux environs de le deuxième ramassage, 11 h et 13 h. Donc c'est en journée entre 11 h et 13 h qu'il y a plus de pontes que vous ramassez, plus d'œufs. Voilà. Et la ponte a commencé, ça fait combien de temps déjà? Ça fait pratiquement 1 mois, 3 semaines. Oui, 1 mois, 3 semaines que la ponte a commencé. Que la ponte a commencé. Oui. Et là, nous atteignons déjà 27% de taux de ponte. Oui, vous êtes déjà à 27% de taux de ponte. Wow, c'est pas mal, c'est déjà très bon. Ça veut dire qu'actuellement, vous stockez encore les œufs? On stocke pour livrer. Pour livrer. Oui. Il y a un de nos particuliers dont je vais faire le nom qui vient prendre la récolte de la semaine tous les dimanches. Donc quand vous récoltez les œufs, chaque dimanche, ce revendeur-là, il part commercialiser. Et aussi, nous sortons quelques avions dans la zone locale. Ah oui, ça veut dire que comme c'est à Bansois, si il y a quelques boutiquiers, quelques cafétérias et autres, ils viennent une fois, puisque effectivement c'est pour eux qu'on produit aussi. Il faut satisfaire aussi la population locale. On ne peut pas avoir un projet comme ça dans notre village, on n'exploite pas, on peut encore aller acheter les œufs et il est encore très cher. Donc c'est aussi un atout pour la zone. Donc ça veut dire que les ménagères et les cafétérias, c'est des boutiquiers qui viennent aussi se ravitailler ici avant que le grand revendeur vienne chercher le reste. Ah, ok. Je vois. Et le prix, tu peux avoir une idée du prix? Là-bas, c'est la direction qui gère. Oui, c'est la direction qui ne pas donner le prix ici. Ok. Donc, je pense que tout se passe bien. Non, parce que je vois que tout est devenu stable. Parce que la dernière fois que j'étais ici, il n'y avait pas encore ces mangeoires. On a les mangeoires qui étaient là. Ça ne faisait pas bien descendre l'aliment. On a demandé au professeur de changer les mangeoires. Il a changé les mangeoires et je vois que tout se passe bien. Les poules ont vraiment bien pris du poids et la ponte. Bon, hier vous avez récolté combien d'œufs? Hier nous avons récolté pratiquement 730. 730 œufs sur 3000 pondeux, c'est ça? Bon, pour cette salle, nous avons 2899. Oui. Nous avons séparé quelques-uns pour mettre de l'autre côté, ceux qui ne pondent pas encore. Oui. Dans un petit bâtiment
Ah, vous avez retiré les petites pondeuses, oui. ceux qui ne pondent pas, qui n'ont pas encore atteint la maturité, ou bien leur nourrir et pour qu'elles puissent déclencher avec la ponte. Oui. Vous les avez mis en quarantaine dans une autre salle. Hein? Une autre ah, salle. ok, c'est top. Vous avez dit qu'ici, bientôt, la marque des poules vont atteindre le pic. Oui. Ok. Bon, beaucoup de courage. Hein? Merci. Et il faut savoir que c'est déjà une très grande chance pour toi vraiment de t'inscrire dans cette institution et de faire la pratique. Moi, je suis vraiment fier quand je viens, je vois les étudiants du niveau 3, niveau 1, niveau 2, qui parviennent déjà à suivre une bande de pondeuses. Je suis vraiment très fier de voir vraiment ça. Je pense que c'est vraiment rare dans la majorité des écoles de formation. C'est pour ça que vous allez voir que chez nous, on doit mettre les formations pratiques. Parfois, vous voyez certains ingénieurs qui finissent niveau 5 dans certains centres de formation. Ils reviennent encore à la ferme se recycler chez nous. Ils viennent encore apprendre les porcs, ils viennent encore apprendre les poulets de chien, les pondeuses à la ferme. Donc vous voyez que c'est un très grand avantage pour vous. Donc beaucoup de courage. Hein. Merci. Et félicitations déjà, beaucoup de courage. Voilà. Bon, aujourd'hui nous avons reçu la visite d'un de nos aînés, oui. Un de nos leaders, élevage leader. Bon, en tant que leader, oui. Vous êtes notre aîné. Quel est le conseil que vous pouvez donner nous en tant que futur entrepreneur? Oui. Bon, le conseil déjà que je vais vous donner, c'est, comme vous êtes encore étudiant, vous voyez, c'est de prendre vraiment la peine de bien assimiler déjà les connaissances qu'on est en train de vous dispenser ici, vous voyez, et déjà de bien vous appliquer sur le travail. Parce qu'en réalité, il n'y a que le travail qui peut nous rendre libres. Voilà. Et déjà, vous avez fait le meilleur choix. Vous voyez, vous avez fait le meilleur choix. Vous avez fait le meilleur choix qui est la production animale. Vous voyez, vous n'avez pas pris certaines grosses filières avec les gros noms. Ou parfois lorsqu'on finit, joindre les deux bouts devient compliqué. Trouver l'emploi devient compliqué. Si tu veux te lancer, ça devient compliqué. Tu vois? Pour te dire déjà que tu as fait le bon choix, je prends un exemple tout court, tu vois. Vous êtes dans cet institut, non? Vous allez voir qu'il y a plusieurs filières. Mais vous voyez que la filière qu'on est en train de mettre l'accent où la pratique est facile. Tu as les preuves palpables. Ça veut dire que même le résultat sur le terrain pour trouver l'emploi, ça sera la même chose. Voilà, donc, et maintenant, si vous voulez maintenant gagner beaucoup d'argent et autres, ça ne peut être que le travail bien apprendre. Parce que si tu te formes bien, tu seras vraiment très utile pour la société. Voilà. Et comme tu parles de l'entrepreneuriat, il faut savoir que l'entrepreneuriat en elle-même n'est pas l'entrepreneuriat n'est pas facile comme on pense. Hein? Tout c'est vraiment le courage. Quand peut-être que tu dis que c'est le mental, voilà, c'est le mental. Donc il faut avoir le cardio. Comme peut-être qu'on dit que élevage idée, c'est que on peut aussi vous présenter parfois tout ce que nous, tout ce que nous parfois on subit au quotidien. Mais il y a seulement cette détermination qui nous encourage à continuer chaque jour parce qu'on a un objectif à atteindre. Donc ce que vous devez faire, c'est de vous fixer un objectif. Pour vous fixer un objectif. Voilà, il faut vous fixer un objectif. Parce que si tu es un étudiant, tu travailles sur l'objectif, tu seras très perdu. Oui, il faut travailler avec détermination pour fixer un objectif. Merci. Voilà. Merci. 3. Bon, juste une semaine. Donc nous sommes toujours au campus de l'Institut supérieur polytechnique de Bansoa. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos ici. Comme vous avez constaté, par derrière, il y a eu tellement de récoltes. J'ai vu les vidéos en ligne que le professeur m'a envoyé. Je suis avec l'ingénieur Sim. Monsieur Sim, c'est comment? Je vais bien. Ouais, j'ai vu tes costauds fruits là. J'ai vu tes costauds fruits que effectivement tu as récoltés ici. Vous avez fait combien de récoltes? Donc, nous avons fait précédemment lundi la 6e récolte et nous allons entamer la prochaine récolte le lundi prochain. Bon, chaque 7 jours, à l'intervalle de 7 jours, nous avons la récolte. Oui, et donc si je comprends bien, les récoltes se font chaque semaine. Exactement. Et vous récoltez en moyenne combien de kilogrammes? Donc, en réalité, la récolte précédente, nous avons atteint le pic. Oui. Nous étions à 189 kilogrammes. Puis, nous avons commencé à chuter progressivement, c'est-à-dire à 129. Et maintenant, nous sommes à 90. 90 fruits. Non, 90 kg. 90 kg voilà, exactement. Par semaine. Voilà. Et le grammage, c'est comment? Le grammage. Le plus gros fruit a donné quel poids? Vous avez pesé? Gros fruit, oui, le plus gros fruit a pesé 397 grammes. Wow. Bon, environ 400 grammes. Waouh. Et la moyenne des fruits? Donc, la moyenne des fruits, le poids estimé, la moyenne du poids estimé des fruits était d'environ 283
de 18 grammes. 298 grammes. Voilà. C'est très bon. Voilà, exactement. Et comme vous avez commencé les récoltes, ça fait combien de temps que vous avez commencé les récoltes? Donc, la première récolte a eu lieu le 28 Oui, décembre. le 28 décembre, oui. Voilà. Et chaque semaine, alors, nous effectuons de nouvelles récoltes. Oui. Chaque semaine. Et cela se fera, comme nous l'avons dit précédemment, lorsqu'on avait des fruits, mais on n'était pas encore, on n'avait pas encore le mûrissement des fruits. Oui. À cette époque-là, nous étions en phase de récolte. Bon, on va dire, je ne sais pas si on va dire, avant la récolte, là, je ne sais pas comment on appelle trop ça. Oui, on se préparait à récolter. Bon, chaque semaine, nous faisons des récoltes. Il suffit seulement que les fruits soient à 80% de mûrissement. Oui, pour récolter. Voilà, effectivement. Mais là, présentement, je vois encore beaucoup de fruits déjà à maturité. Voilà, bon, la maturité totale, c'est lorsque le fruit est entièrement rouge. Ici, par exemple, nous sommes à 70%. Oui. Vous voyez? Pourtant, ici, nous sommes à 80%. Oui. Vous voyez un peu? Oui. Donc, il faut patienter que les fruits soient... Ici, nous sommes à 65%. Oui. Donc, il faut patienter que le fruit soit au moins à 80% parce que en récoltant le fruit avec le pédoncule, le mûrissement peut se faire en cours de route avant d'être acheminé au supermarché. Bon, étant ici à Bansoir, vous commercialisez ça où? Donc, généralement, les potentiels acheteurs sont ceux des grands supermarchés dont on tait le nom, qui sont situés dans les différentes régions et villes. Oui. Donc, ça veut dire que quand vous récoltez là, vous partez dans les supermarchés. Nous expédions. Vous expédiez. Exactement. Ah, ok. Et il y a la demande. La demande est énorme. Oui. Très énorme. Donc, si je comprends bien, après cette expérience, si vous allez agrandir. Voilà. Par exemple, présentement, la récolte est en train de chuter. Oui. Ça chute parce que on a la régénération des nouveaux fruits. Donc, bientôt, on aura encore des fruits. La pente va encore relever avant de chuter complètement. Ah, ok, je vois. Donc, nous avons atteint le pic. On chute un peu. Le temps que les nouveaux fruits ressortent. Après, on remonte, on stabilise et on chute totalement. Vous pouvez avoir une idée du prix du kilogramme du poivron sur le marché. Ailleurs, je pense qu'à l'Institut, à Douala, je vois aussi les fruits jaunes, les fruits rouges. C'est quoi la différence? Donc, ce sont des variétés différentes. Déjà, il faut le relever. Les variétés différentes. Le rouge a une saveur différente du jaune. Voilà. Et les jaunes sont très solides par rapport au rouge. Et les jaunes sont très volumineux que des rouges. Voilà. Dans une même serre, on peut faire les deux variétés. Exactement. Nous avons fait les deux variétés. Vous pouvez cheminer et vous verrez que là devant, vous verrez là devant du jaune. Oui. Voilà, vous voyez. Il y a du jaune là. Oui. Donc, on peut mélanger ces deux variétés pour avoir une belle coloration. Bon, parfois ça arrive qu'on fasse du vert, du jaune et du rouge pour représenter la nation. Et la fin de production, ça prend combien de temps? Quand vous avez recommencé la récolte en décembre, la fin de production est prévue pour quelle période? Vous allez récolter comme ça jusqu'à quelle période? En général, la récolte se fait sur 14 à 16 semaines. À 16 semaines. À 16 semaines. Exactement. Et après, on détruit tout, on recommence. On recommence le cycle. Ah, ok. Et les semences de ça, c'est comme si c'est une variété spéciale. Vous les prenez où? Ce sont des variétés exotiques. Oui. Bon, on expédie ça de l'étranger, on les achète à l'étranger. On les expérimente et lorsque le rendement est probant, on s'y lance. Ah, ok. Donc, ça veut dire que ce n'est pas encore trop vulgaire dans les boutiques phyto. Non, c'est pas vulgaire. Il n'y en a pas apparemment dans les produits phyto, à part quelques rares ou bien des grandes boutiques phyto. Qu'est-ce qui fait la différence entre le poivron-ci et le poivron que nous achetons au marché chaque jour? La différence, c'est quoi? La différence ici au niveau particulièrement de la saveur, comme je vous ai dit tout à l'heure, les poivrons sous serre, on peut les consommer crus avec de très bonnes saveurs. Bon, c'est utilisé généralement pour les desserts, pour faire des salades et autres. Pourtant, ce qu'on commercialise au marché, qu'on cultive en plein champ, ce sont des poivrons qu'en général, lorsqu'on les mange, on a parfois un peu de l'amertume. Il y a d'autres qui n'apprécient pas, d'autres qui apprécient. Alors que ceux qui ne mangent pas les poivrons de l'extérieur réussissent à manger les poivrons de la serre. Ça se mange cru très facilement. Très facilement. Si je peux vous faire déguster. Après. Ok. Et les différentes... Il y a une question là qui me taraude trop l'esprit là. C'est au niveau de la production sous serre. Si on est dans une zone où on a suffisamment d'espace, est-ce qu'on est obligé de faire la production sous serre?
C'est quoi la particularité même de ça? C'est une question qui répond, vous me l'avez posée dans la précédente vidéo. En réalité, en serre, on fait ce qu'on appelle l'agriculture intensive. Ça veut dire, on sert les cultures. En champ, on ne peut pas serrer. Ici, on sert parce qu'on veille. Vous voyez, on taille comme vous voyez là. Là, c'est taillé. Et vous observez les espaces. Pourtant, les poquets sont collés. Mais vous voyez, il y a des espaces. Vous voyez, on travaille beaucoup sur ça parce qu'il faut enlever les gourmands à chaque fois pour permettre à ce que la plante puisse se développer aisément. Alors qu'en champ, ça sera très compliqué parce que ici, on tuteur. Au champ, c'est pas évident de tutérer. On a l'habitude de tutérer les cultures comme les tomates et concombres et autres. Est-ce que la variété peut se faire aussi au champ comme les autres poivrons? Donc, nous avons expérimenté cette variété à l'extérieur. Nous nous sommes rendus compte que la fermeté n'est pas au rendez-vous, mais la saveur aussi est de bonne qualité. De bonne qualité. Ah, ok. Donc, vous avez vu que M. Sible est vraiment professionnel dans son domaine. Il maîtrise la chose. Donc, il est au niveau de l'Institut supérieur pour les techniques de Bansois. Donc, pour ceux qui veulent se former dans ce domaine, la production des sels, la production végétale en général, vous avez le meilleur endroit pour vous former. Voilà. Merci, M. Sible. Ah, on va goûter. On va goûter. Moi, on ne peut pas venir comme ça, on ne déguste pas. Exactement. Vous voyez, ici, on n'a pas besoin de laver, par exemple, pour consommer, parce que nous faisons dans 90% du bio. Du bio. Voilà. Donc, entre toi, non, vous te dites vrai. C'est vraiment différent. Exactement. De l'autre poivre. Et vous allez constater qu'il y a un son. Lorsque vous dégustez, il y a un son là qui se... Et c'est vraiment la première fois de consommer vraiment ça. C'est très savoureux. Ouais. Non, c'est délicieux. Non, on peut dire vrai. Et je vois vraiment, la chair est vraiment très ferme. Hein. Exactement. Très ferme. Waouh. Tu avais vraiment raison, hein, mon frère. Il y a une très grande différence entre vraiment ce poivron, cette variété et celle qu'on commercialise sur le marché. Exactement. Je comprends vraiment la raison pour laquelle les coûts sont différents. C'est bon.